Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Vue de chez vous. C'est Mélissa qui vous retrouve pour vous présenter 5 entrevues qui ont été réalisées avec des gens qui se démarquent sur notre territoire. Pour ma part, l'entrevue que j'ai réalisée s'est faite avec une bénévole de Flocons d'Espoir, un organisme coup de cœur pour moi qui vient en aide aux mamans enceintes et aussi aux jeunes familles dans le besoin. Bonne écoute! J'ai le plaisir de m'entretenir avec Cathy Leclerc aujourd'hui de l'organisme Flocons d'Espoir qui vient en aide aux mamans dans une situation précaire financièrement. En fait, aux futures mamans, hein, Cathy, bienvenue d'abord. Là. Mais votre organisation s'intéresse aux gens qui ont peut-être des besoins financiers puis qui vont avoir bientôt un petit bébé à la maison. Oui, entre autres, c'est une des clientèles qu'on touche, les mamans qui sont enceintes et qui attendent le bébé, mais aussi celles qui ont des enfants jusqu'à 6 ans. Donc, on a vraiment, on touche beaucoup de familles, que ce soit des mamans seules ou des familles qui vivent dans des situations précaires. En ce moment, avec la situation de la COVID, vous êtes en grand changement du côté de l'organisation. Vous êtes situé à Saint-Sauveur, mais vous servez vraiment notre territoire aussi. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'arrivée de la pandémie? Comment ça a chamboulé vos choses du côté de l'organisme? Bien, en fait, c'est que cet organisme-là a été géré par une équipe très dévouée, mais plus de 65 à 70 ans que les bénévoles avaient. Et il n'y a aucun salarié dans cet organisme-là. Donc, c'est certain que ça l'a engendré une coupure de service rendue au 13 mars quand on a tombé en confinement. Et moi, pour connaître cet organisme-là par des familles de Noël et tout, j'étais également retirée de mon travail. Donc, j'ai décidé de commencer à les aider. Et on a fini par reprendre juste les urgences pendant le confinement. Mais vraiment, les bénévoles qui étaient âgés n'ont pas voulu réintégrer dû à la COVID, dû à leur santé aussi qui n'était pas très bonne. Alors, ils ont continué de prendre les appels à distance et tout. Là, présentement, on est en restructuration, on est en recherche de bénévoles et surtout de dons parce qu'on donne de 1 200 à 1 600 $ de lait et de couches pour les petits bébés par mois. Alors, oui, c'est toutes des fondations qui font vivre cet organisme-là. Alors là, on a fait des demandes de subventions pour avoir des salaires, mais au niveau des dons, le local coûte des sous. On a vraiment, on restructure, mais on a encore vraiment des grands besoins et en bénévoles également. Donc, comment on peut vous aider? Oui, si on a envie de s'impliquer, qu'on a du temps, on peut devenir bénévole. Est-ce que c'est accessible tant pour les femmes que pour les hommes ou vous priorisez les femmes dans l'organisme? Non, c'est accessible pour tout le monde. C'est sûr que là, avec les mesures, on ne peut pas faire des aussi gros groupes, mais on a de la livraison à domicile, des lits de bébés à livrer à peu près 2 à 3 par semaine, avec de l'ameublement, avec des jouets, les vêtements pour bébés, pour enfants. Il y en a pour tout le monde, puis même au niveau informatique, on est en train de tout réinformatiser, d'informatiser en fait complètement. Oui. Alors, on a beaucoup de besoins parce que ce sont tous des bénévoles qui sont là. Est-ce qu'il y a une façon qu'on peut reconnaître l'organisme pour vous aider à obtenir ces subventions-là? Est-ce que c'est en vous suivant sur Facebook, en parlant davantage? Est-ce qu'il y a des méthodes qui peuvent vous donner un coup de main? Oui, c'est certain qu'on a une page Facebook, on a un site web également. Puis sur le site web, il y a moyen de faire des dons par PayPal. Il y a également sur Facebook le moyen de faire des dons monétaires pour nous contacter aussi pour savoir c'est quoi les besoins exacts. Parce que des fois, on peut avoir des familles qui nous donnent beaucoup de matériel, mais on n'a vraiment pas besoin de tout ça. Fait que ça nous encombre malheureusement parce que c'est pas des choses qu'on peut garder ou qu'on peut offrir facilement. Donc, c'est sûr que de demander c'est quoi les besoins puis de nous donner simplement les choses qu'on a réellement à remettre aux familles, ça l'aide aussi. Donc, il y a plusieurs moyens de venir en aide là, à Flocons d'Espoir puis à toutes les familles qui sont desservies par cet organisme-là. Est-ce que vous avez remarqué que l'aide est plus criante depuis le début de la pandémie? On a plus de demandes. Les gens ont-ils de plus grands besoins financiers puis d'un coup de main de la Fondation Flocons d'Espoir? C'est certain que je voudrais pas parler de ce que je connais pas. On a des statistiques qui ont été amassées par les dames qui étaient là avant, mais vu que les choses n'étaient pas informatisées, c'est moins clair pour ce qui est des statistiques. On n'est pas rendu à avoir compilé tout ce qu'il y avait avant, mais on sait qu'au niveau du budget, ça l'a augmenté au niveau du lait et des couches, les demandes. Et puis, juste le temps du confinement, on a répondu à 205 demandes, donc jusqu'au mois de juin.
excusez-moi, 2020, donc janvier à juin, 205 demandes, c'était des situations d'urgence. Et on s'attend en 2020 à répondre au moins à 500 familles, là, si c'est pas plus. C'est sûr qu'on a beaucoup de demandes, là, je pense, dans la période là, depuis mars. Bien, je vous remercie beaucoup, Madame Leclerc. Puis j'invite les gens à vous suivre sur Facebook et à consulter le site Internet de Flocons d'Espoir. On va vous souhaiter le meilleur pour l'avenir. C'est une question de survie pour l'organisme, il faut aussi le dire. Oui, vraiment, c'est une question de survie. On fait tout en notre possible. Il y a beaucoup de choses qui se font. On est en action. Mais si on veut qu'il y ait une pérennité pour l'organisme, il faut vraiment recevoir des dons. Il faut pouvoir continuer la mission et ça prend de l'argent. Bien sûr, ça prend des bénévoles, mais l'aspect monétaire y est pour beaucoup également. Et merci beaucoup. Passez une belle fin de journée. Merci, vous aussi. Pour son entrevue, Alicia a décidé de s'entretenir avec Pascal Picard pour parler de comment elle gérait la pandémie et comment elle allait s'en sortir avec son art. Alors, je parle avec Pascal Picard, cette magnifique auteure, compositrice, interprète, très connue dans le milieu musical, que ce soit au Québec, au Canada. Puis Pascal, je veux que tu saches que c'est un honneur pour moi de te parler aujourd'hui parce que je sais que les derniers mois, les dernières semaines n'ont pas été évidentes pour tous les artisans du milieu artistique, dans le milieu de la musique. Et ça m'amène à savoir un peu, avoir ton son de cloche. Toi, comment ça s'est passé là, dans les derniers mois? Les derniers mois, pour moi, il y a eu le confinement strict là, où je me suis occupée de ma fille. En gros, ça a été pas mal ça, ma petite fille de 3 ans. Mais à ce moment-là, créativement, je n'étais vraiment pas inspirée. De toute façon, je n'avais pas le temps là, avec un enfant de 3 ans. Puis avec le stress qu'on vivait en début de pandémie, les choses ont extrêmement évolué là, entre le 13 mars dernier puis aujourd'hui. Ça a beaucoup changé. On a plus d'informations. Si on enlève le côté santé, tout... côté du travail, on va probablement, on est les derniers à reprendre du service. Ça, j'ai eu un premier spectacle dès qu'ils ont autorisé les rassemblements de, je pense que 50 personnes ou plus, ou moins, je veux dire, dans une salle fermée. Ouais, c'est ça. J'ai donc joué au confessionnal au début du mois de juillet. Ça s'est super bien passé, mais c'était vraiment, c'est le seul spectacle que j'ai eu de l'été. C'était particulier là, comme ambiance quand même. Puis, le fait d'embarquer sur une scène, de partager la musique avec des gens qui sont là pour te voir, ça m'apporte énormément. Puis je me suis rendu compte à quel point ça me manquait. C'est sûr que la COVID, ça me rend compte que je suis vraiment à ma place dans le métier que je fais, puis j'adore ça. Fait que ça a été positif pour ça. Puis d'ailleurs, j'ai vu que tu faisais des lives Facebook pendant une partie là, du confinement. Est-ce que pour toi, c'était une façon de renouer là, avec ton public, de faire finalement ce que tu aimais le plus au monde? Oui, mais j'en ai pas fait tant que ça. Je pense que j'en ai fait 2 ou 3 maximum. Parce qu'au début, justement, j'étais comme paralysée. J'avais même pas le goût de sortir la guitare. Là, après ça, je me suis mis à jouer de la musique avec ma fille. Je jouais plus des covers, des choses pour me faire du bien. Puis là, je me suis dit, je pourrais peut-être, ça me fait du bien de jouer de la musique. Peut-être que si je fais des Facebook Live, ça va faire du bien aux gens aussi. Fait que j'en ai fait quelques-uns comme ça. Puis là, après ça, j'ai commencé à voir qu'il y avait un petit peu des mouvements sur Internet, d'autres artistes qui disaient, là, si on commence à donner des spectacles gratuits, déjà que comme la musique, on le sait, c'est pas vraiment, c'est pas sa plus belle période, là, au niveau de la rentabilité, mettons, là. On vend plus d'albums, les salaires des musiciens diminuent tout le temps. C'est pas des belles conditions, mettons, en général. C'est sûr que là, je me suis mis à me dire, c'est vrai que c'est pas très solidaire. Si on commence à donner plein de spectacles gratuitement comme ça, ça va encore dévaloriser davantage le spectacle. Fait que là, je me suis dit, on va prendre une pause, on va regarder de quoi ça a l'air. Puis c'est un petit peu par solidarité pour les autres aussi. Puis l'avenir de la musique, toi, Pascal, comment est-ce que tu le vois pour les prochains mois, voire prochaines années? Il y a toujours de la pression de produire. Puis là, la COVID, ça a tout arrêté. En gros, pour moi, là... Puis j'avais pas envie d'écrire, fait que j'ai pas écrit. Puis je me suis dit, je voyais pas l'avenir devant moi, sans voir nécessairement tout en noir. C'est juste que ça sert à rien de se projeter dans l'avenir. On n'a aucune espèce d'idée. Moi, j'avais des spectacles le 13 mars. Tous mes spectacles pour le printemps ont été annulés. J'en avais beaucoup. J'étais supposée jouer au festival d'été cet été. Puis j'avais plein d'autres dates à l'été qui ont toutes sauté aussi. Puis là, j'ai quelques dates à l'automne. J'ai aucune idée si ça va se concrétiser ou non. Je le souhaite, j'allume des chandelles, des cierges, puis je fais des danses de la température, là, mais je veux dire,
On va voir ce qui se passe. Mais c'est ça, ce que je voulais dire en gros, c'est que là, une fois que j'ai commencé à m'habituer à tout ça, puis là, la petite a recommencé la garderie, puis j'ai réussi à avoir un peu d'espace mental pour créer, bien là, je me suis remis à écrire, puis vraiment de manière très instinctive, là, pour rien. Tu sais, j'ai écrit plein de choses, pas juste de la musique, j'ai écrit toutes sortes d'affaires, tu sais, puis je verrai, puis sans avoir à rendre des comptes à personne, puis juste pour moi. Puis ça, vraiment, ça faisait longtemps que ça m'était arrivé de faire ça sans but, puis j'ai vraiment trouvé que le processus était le fun. Je ne me rappelle pas c'est quoi ta question, là, mais c'était... Est-ce que tu as des nouveaux projets ou les spectacles qui s'en viennent? Est-ce que tu as d'autres projets en tête là, qui s'en viennent? Ben oui, mais j'ai pas envie d'en parler tout de suite. C'est plate, hein? Ben oui, c'est ça. J'écris beaucoup, puis je compose de la musique, puis j'ai des petites collaborations en tête, des collaborations qu'on fait par Internet, là, et non pas... je vois moins de musiciens, mais ça reste qu'on se parle quand même. Puis, j'ai plein de belles choses là, qui s'en viennent. Je ne sais pas dans quel ordre, je ne sais pas si ça va sortir, mais j'ai l'impression que plus on est créatif, plus on est créatif. Fait que ça amène plein de choses, puis c'est un muscle. Bien, écoute, merci Pascal pour ton temps, puis pour les gens qui veulent suivre qu'est-ce qui se passe dans tes projets, bien, vous pouvez la rejoindre en fait sur Facebook, sur ta page, et également sur ton site internet pascalpicard.com. Merci Alicia. Dans les dernières semaines, Agiro a présenté une conférence pour parler de l'état du lac Clément et Chloé, qui réside autour de celui-ci, a décidé de s'entretenir avec la conférencière pour en discuter sur les ondes de CCAP. Je suis avec Zonia Bemel, qui est coordonnatrice scientifique chez Agiro. Ça va bien? Oui, merci. Et vous? Bien sûr, merci beaucoup de nous accorder quelques minutes pour résumer un peu le webinaire que vous avez tenu sur la santé du lac Clément. Étant moi-même résidente, je sais que c'est un cours d'eau qui est très important parce qu'il alimente, entre autres, la réserve d'eau potable de la Ville de Québec. Pourquoi, justement, c'est important de faire attention à notre lac Clément qui est situé, pour ceux qui ne le connaissent pas, à la limite de Charlesbourg et Stoneham? En fait, le lac Clément, il est en amont de la principale prise d'eau potable de la Ville de Québec, en effet. Et donc, il alimente avec son eau, avec d'autres cours d'eau, plus que 300 000 personnes qui résident à la Ville de Québec. Donc, c'est très important de le préserver et son problème principal présentement, c'est la contamination par les sels de voirie. Et les sels de voirie, c'est quand même des coûts en plus de ça pour le gouvernement, donc pour les citoyens aussi. Oui, absolument. L'entretien des routes en hiver est très coûteux. On parle d'environ 55 à 70 $ de la tonne au niveau de l'achat des sels de voirie. Par contre, on ajoute à ça les coûts d'épandage. On arrive à presque 200 $ la tonne d'épandage. Et ensuite, on ajoute à ça au-dessus de 800 $ par rapport au coût indirect, la corrosion des automobiles, la dégradation de l'environnement. Donc, une tonne de sel de voirie coûte au final au-dessus de 1 000 $ la tonne pour son épandage. Ironiquement, c'est souvent pour ça que les gens appellent pour se plaindre à la ville parce qu'il y a un mauvais déneigement, mais vous, ce que vous prônez et ce que vous dites, c'est qu'il faut faire attention, limiter la quantité de sel qu'on met sur les routes parce qu'il y en a plusieurs aussi aux abords du lac Clément. C'est la seule solution, finalement, selon vous, pour limiter la détérioration du lac? En fait, il faut absolument réduire l'épandage des sels de voirie à la source pour sauver l'état des lacs et potentiellement aussi la qualité d'eau à notre principale prise d'eau. Il faut savoir que juste pour le lac Clément, qui est un petit bassin versant de 1 km² seulement, qu'on épand plus que 55 tonnes de sel de voirie par hiver. Et il y a beaucoup d'exemples d'écoroutes d'hiver qui existent au Québec où on a fait l'exercice de réduire les sels de voirie et ça en gardant la sécurité des automobilistes. Il y a un comité citoyen qui est en train de se créer, justement. Les gens veulent se mobiliser pour demander au gouvernement d'agir. Je pense qu'on est rendu là. Quelles sont les solutions, justement, qu'on doit demander au gouvernement? En fait, il faut effectivement que les citoyens signalent leur intérêt
à vouloir protéger les cours d'eau et de vouloir faire leur part en incitant le gouvernement à réduire des selles de voirie en échange qu'eux, ils vont faire le nécessaire pour réduire la vitesse, adapter leur conduite pour garder la sécurité de tous. Et puis, l'écoroute serait vraiment aussi une bonne solution. L'écoroute, en fait, c'est vraiment la seule solution et ça vient évidemment avec toute une campagne d'information, de sensibilisation au niveau du public local, mais aussi ceux qui viennent d'extérieur avec des pancartes, des campagnes publicitaires, comme ça s'est fait d'ailleurs pour les écoroutes alentour du lac Saint-Charles à Québec. Et justement, une des solutions, c'est de ralentir. Donc, on va demander aux gens de comprendre, comme on le fait aussi à Stoneham, sur le boulevard Talbot, qui n'est pas très loin du lac Clément, mais juste un peu plus loin, de comprendre que ça se peut, c'est possible aussi de rouler sur une surface enneigée. Oui, absolument. Et il y a déjà des municipalités entières au Québec qui ont des routes blanches, des écoroutes. Et en fait, les gens nous disent qu'ils adorent cette expérience de l'hiver parce que ça garde tout l'environnement plus propre, ça garde l'état des véhicules, l'état des routes, l'état aussi de l'intégrité un peu de la beauté du paysage. Et évidemment, on le voit ultimement sur la qualité d'eau de nos lacs et rivières. Justement, parlons-en de la qualité de l'eau du lac Clément. Qu'est-ce qu'on remarque comme conséquence? En fait, on voit au lac Clément que c'est un lac qui a tellement un surplus de sel de vorie que la flore et la faune dans le lac sont en train de mourir. Ils ont vraiment de la difficulté à se développer. Donc, le lac Clément devient un lac qui a vraiment une très grande diminution de son écosystème. Il y a de la misère à s'oxygéner au printemps. Donc, c'est vraiment un lac qui est en perdition, on peut dire. Zonia Bemmel, merci beaucoup pour cette courte entrevue. Il y aurait eu beaucoup de choses à dire sur la santé du lac Clément et de nos cours d'eau aussi dans la couronne nord de Québec, mais on invite les gens à suivre justement la page Facebook de Agiro et aussi le site Internet et continuez votre bon travail. Merci beaucoup pour l'opportunité et au plaisir. Merci. L'Halloween est une activité fortement appréciée par les enfants et à Lac-de-L'Âge, on a décidé de le souligner en grand avec un événement tout spécial en mode COVID. Rosalie s'entretient avec l'organisation pour en savoir plus sur l'événement costumé. Je discute aujourd'hui avec Mme Janice Landry, qui est conseillère municipale à la ville de Lac-de-L'Âge. Mme Landry, comment ça va? Ça va bien, merci Rosalie, et toi? Ça va très bien, merci. Surtout qu'aujourd'hui, vous nous annoncez une bonne nouvelle parce que l'Halloween n'est pas annulé en 2020 et Lac-de-L'Âge a décidé d'organiser une activité pour célébrer le tout. Oui, en fait, c'est ça, la ville avait pris un petit peu d'avance. On avait décidé d'être proactif cette année, puis d'essayer de mettre quelque chose de l'avant. Puis c'est ça, bâtir un petit projet, puis vérifier auprès de la sécurité civile. Puis c'est ça, on a réussi à organiser un bel événement pour nos jeunes pour qu'ils aient l'occasion de se déguiser. J'aimerais commencer par mentionner le Lac-de-L'Âge. C'est vraiment une ville qui est connue pour ses activités. Vous êtes là pour divertir les citoyens et malheureusement, dernièrement, c'est vraiment plus difficile de le faire. C'est presque impossible. Est-ce que c'est un soulagement pour vous, justement, que l'Halloween ne soit pas annulé pour pouvoir donner un petit quelque chose aux citoyens là, en termes d'activité? Bien, en fait, vu qu'on avait déjà pris les devants, que l'Halloween soit, cancellé ou non, nous autres, on était prêts. Donc, ça fera quelque chose de plus, puis peut-être de la joie être créatif dans la distribution de leurs bonbons, en tout cas. Mais non, c'est ça. De toute façon, le Lac-de-L'Âge, on a tellement un bel environnement, c'est facile de garder nos distants, tout ça, dans nos déplacements ou à la course, ou on peut profiter du lac, donc le vélo. Donc, il y a beaucoup d'activités, même s'il n'y a pas beaucoup d'organisation cette année-là. Donc, on y est bien, on est choyés. Et alors, l'activité d'Halloween qui va être préparée cette année, c'est quel genre d'activité auquel on va le faire? En fait, chaque famille inscrite recevra une heure de départ. Donc, et le point d'accueil sera à l'intersection des deux rues d'écran, déjà existantes, la nouvelle rue d'écran. L'accueil va se faire là. Puis, en fait, c'est ça, chaque enfant doit être accompagné d'un parent.
Donc, sur le trajet, c'est un trajet d'une vingtaine de minutes. Il va y avoir des personnages mystères tout le long du parcours. Ça va être adapté selon aussi l'âge des enfants. Aussi des objets saugrenus à observer puis à noter. Puis à la fin du trajet qui va déboucher sur la rue du Refuge, il y aura aussi une récompense offerte aussi par un personnage mystère sur place. Donc, c'est ça. Là, il va y avoir la petite surprise à la fin pour chaque enfant qui va avoir été inscrit. On parle d'inscription. J'imagine que vous parliez d'un parent. Il faut s'inscrire en famille. Vraiment, les gens doivent venir de la même résidence. Oui, exactement. Oui. L'activité aura lieu ce samedi 31 octobre. Oui. Et là, on parlait d'inscription. Où est-ce que c'est possible de s'inscrire? On disait que c'était avant le 27 octobre. Oui, directement au bureau municipal. Donc, c'est ça pour l'accueil des bonbons aussi avant le 27 octobre au bureau municipal. Évidemment, c'est une année un peu spéciale. J'imagine qu'il y a quelques règlements à suivre là, pendant le trajet, l'activité complète. En fait, le trajet il est vraiment bien tracé. Donc, personne ne sort du trajet. C'est ça, les objets sont vraiment à observer et à noter. Donc, chaque famille, ils ont une heure précise, donc il n'y a aucun rassemblement là. Tout est déjà bien pensé et réfléchi, puis cadre bien là, au niveau de la sécurité. Tantôt, on a parlé des nombreuses activités que Lac-de-L'Âge organise normalement dans la municipalité. Est-ce que là, en ce moment, il y a d'autres activités de prévues pour le restant de l'année ou vous y allez vraiment au jour le jour là, pour ce qui est de l'organisation, puisqu'on n'est pas trop au courant là, de ce qui se passe plus loin? Au jour le jour, je vais te dire. En étant sur le comité aussi de la politique familiale, on a déjà plusieurs choses reportées. Donc, il va y avoir des belles surprises dans les temps à venir. Non, c'est ça, on est stand-by. Puis on n'a rien vraiment mis de l'avant parce que justement, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc, on invite les gens à rester à l'affût de ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois avec vous. Si jamais les gens voulaient plus d'informations concernant l'activité pour l'Halloween, où est-ce qu'on peut les référer? Ça va être de communiquer directement à la ville de Lac-de-L'Âge. Parfait. Et dernièrement, là, si vous aviez peut-être un petit mot là, de la part de la ville pour les gens qui seraient tannés des mesures sanitaires ou qui vivraient des moments difficiles là, dans cette situation un peu particulière, en fait très particulière, est-ce que la ville aurait quelque chose à leur mentionner? Profitez de ce moment-là pour vous reposer, profiter de la nature qu'on a, le bel environnement. Sortir le plus possible à l'extérieur puis profiter de la nature. Oui. Merci beaucoup, Mme Landry. On invite les jeunes à participer. On rappelle que c'est vraiment pour les villageois, villageoises. Malheureusement, c'est vraiment pas ouvert aux non-résidents. Et on vous souhaite une très belle cueillette de bonbons. Merci beaucoup. Oui, merci Rosalie. Et pour la dernière entrevue de la semaine, Mégane discute avec un athlète du territoire qui est présentement en camp d'entraînement à l'extérieur du pays. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Alexandre Lavoie, skieur acrobatique de Lac-Beauport, qui est présentement à Zermatt, en Suisse, avec Team Canada pour un camp d'entraînement. Bonjour Alexandre. Salut Mégane. Alexandre, tu nous parles directement de la Suisse. Tu es présentement en camp d'entraînement là-bas. Alexandre, tu fais du ski acrobatique depuis plusieurs années déjà. Dis-moi comment le ski est arrivé dans ta vie. C'est bien simple. Mon père était sur l'équipe canadienne il y a quelques années. Il m'a initié aussi quand j'étais jeune, mais quand on a déménagé du Saguenay au Lac-Beauport, on m'a inscrit dans le club du relais. Ça a commencé comme ça. Je faisais du saut au début. Puis là, j'ai bien aimé les bosses, fait que j'ai continué dans les bosses jusqu'à temps que je fasse l'équipe du Québec à l'équipe nationale. Parlons justement des différentes disciplines qui font partie du ski acrobatique. Il y a d'ailleurs la bosse. Pourquoi est-ce que tu as choisi de t'enligner vers ça plutôt que de continuer dans les sauts? Je crois que j'aimais l'aspect de la descente complète. Je crois qu'avec les sauts, on avait finalement les sauts. Avec les bosses, on a le ski et les sauts ensemble, plus la vitesse. Je trouvais que c'était un sport assez complet, fait que j'ai vraiment comme eu la piqûre quand j'étais jeune.
Ça fait plusieurs années que tu es dans l'univers du ski acrobatique, mais ça fait seulement 2 ans que tu fais partie de Team Canada. Parle-moi un peu de comment s'est passé le recrutement. Bien, en gros, quand tu fais l'équipe du Québec, tu as 2 équipes, l'équipe développement et l'équipe performance. Là, moi, quand j'ai monté sur l'équipe performance, je crois que j'avais 17 ou 18 ans. Là, tu commences à faire des compétitions un peu plus internationales et là, l'équipe nationale commence à te regarder. Moi, il m'avait invité à quelques camps quand j'avais, en 2016-2017. J'avais malheureusement pas été gardé, mais j'avais eu un super bon début de saison en 2018, mais je me suis malheureusement déchiré le genou à gauche. Mais tout le monde a pris une chance avec moi. Ils m'ont pris pour ils m'ont donné 1 an off, puis après ça, ils m'ont pris pour la saison qui suivait. Donc là, c'est ça. Là, ça fait 2 ans que je suis avec eux. Et comment est-ce qu'on se sent quand on est recruté par la plus grosse équipe au Canada pour faire partie des meilleurs? Ben moi, en fait, c'était vraiment spécial. Je ne m'attendais pas du tout. Et comme je te dis, j'étais blessé quand ils m'ont recruté, donc j'ai été assez surpris. C'est sûr que j'avais eu une super saison avant de me blesser, mais je m'étais blessé comme dans le milieu. Fait que je m'étais dit, ça m'étonnerait qu'ils prennent une chance sur un gars qui vient de je me suis quand même tout fait faire le genou. Puis finalement, ils ont décidé de prendre une chance quand même avec moi. Ils m'ont mis sur un programme de réhabilitation pendant au-dessus de 8 à 9 mois. Puis ça s'est super bien passé finalement. Fait que tout était bon. J'étais vraiment heureux. J'étais juste surpris. J'ai comme été pris sur le coup, là, puis il a fallu que je me mette au gym puis m'entraîner pour me remettre à me faire une remise en forme en tant que tel. Tu l'as dit un peu plus tôt, tu fais présentement en Suisse et là, tu t'en vas en Suède pour un autre camp d'entraînement. Dis-moi l'horaire ou encore le calendrier du camp d'entraînement va ressembler à quoi pour ta saison 2020-2021? Pour l'instant, c'est vraiment, on est comme un peu dans le néant, on ne sait pas trop ce qui se passe. Comme là, on vient d'allonger le camp de 3 jours ici. Moi, je m'en vais directement en Suède, mais je suis le seul à faire ça. En fait, on a un coach qui descend de Québec avec un autre athlète. C'est comme un peu un camp privé parce que moi, j'avais vraiment besoin de skier. En raison du confinement à Québec et de la zone rouge, on pouvait pas, si je revenais à la maison, je pouvais peut-être pas repartir ailleurs, ce qui aurait été compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la décision de le faire. J'avais l'opportunité d'avoir un endroit où rester. Mais comme je te dis, je ne sais même pas c'est quand la première compétition. En ce moment, on s'entraîne comme s'il y avait une saison, mais on ne sait pas encore. Alexandre, en tant que skieur acrobatique qui fait partie du Canada, est-ce que des fois tu sens une certaine pression à être à la hauteur des autres coéquipiers de ton équipe? Oui, c'est sûr que on est tous des vraiment, vraiment bons skieurs. On se pousse un et l'autre. C'est sûr que c'est un sport d'équipe. C'est un sport individuel, mais en équipe. C'est moi, tant qu'à moi, comme aujourd'hui, on avait un entraînement, il faisait super beau. Tous les gars, on se poussait, puis on essayait des niveaux. Il y avait plein de monde qui faisait des niveaux sauts, puis que c'était cool. Mais quand tu es en compétition, le gars avec qui tu as travaillé tous tes sauts, ben c'est le gars qu'il faut que tu battes en fin de compte. Fait que c'est sûr que c'est de la pression, mais en même temps, on fait ça parce qu'on aime ça. Fait que moi, je suis un petit peu plus relax par rapport à cette situation-là. Alexandre, maintenant que tu fais partie de l'équipe Canada, que tu as remporté quelques médailles au cours de ta carrière, dis-moi quel est ton plus grand objectif maintenant? Mon plus grand objectif? C'est sûr que les Olympiques, ça serait bien. Le COVID a été un mauvais timing pour moi, malheureusement. Je crois que j'aurais vraiment eu besoin des dernières compétitions de l'année. On va voir qu'est-ce qui se passe cette année avec ça. Mais c'est sûr que les Olympiques, j'aimerais vraiment ça. Mais faire des finales en Coupe du Monde serait vraiment un gros défi pour moi. Je crois que toute notre équipe est vraiment forte. Donc, on a une bataille inter-équipe pour pouvoir se rendre en Coupe du Monde, ce qui n'est pas facile parfois, mais qui est bon parce que ça te pousse à être à un autre niveau. Je te remercie, Alexandre, pour ton temps, évidemment. Une super belle saison de ski. Un bon camp d'entraînement à Zermatt en Suisse et ensuite en Suède. Pour les gens qui désirent te suivre ton parcours, ton périple, ton camp d'entraînement, ils peuvent le faire directement sur ma page Facebook Alexandre Ski Acrobatique. Merci encore une fois. Merci, Mégane. Salut. Salut. Merci beaucoup pour votre visionnement encore une fois cette semaine. L'émission se trouve sur notre chaîne YouTube et vous êtes invités à vous y abonner en très grand nombre. On se retrouve très bientôt pour d'autres entrevues réalisées dans le cadre de Vue de chez vous.